Plus. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Chassé du pouvoir Manu Militari par l'armée française le 11 avril 2011, à l'issue de l'élection présidentielle contestée de novembre 2010 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire, a été accusé de crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale de La Haye le 5 décembre 2011. Il vient d'être acquitté en début 2019 par cette même Cour internationale, complètement acquitté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on en parle avec votre invité, le journaliste François Mattei, auteur de ce livre « Libre pour la vérité et la justice » qui est justement écrit avec la participation de Laurent Gbagbo. C'est publié aux éditions Max Milo. François Mattei, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait ce livre d'ailleurs très passionnant sur... effectivement, né d'entretien avec Laurent Gbagbo dans sa prison, enfin notamment, hein, puisque... Depuis 2012, en prison. 2012, donc ça fait pratiquement 8 ans, enfin 7 ans. Bon. 7 ans. Mais juste, racontez-nous, il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait, ce procès a duré donc 6 ans, 7 ans, et vous l'avez suivi, bien sûr, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, et comment on est arrivé de l'inculpation de crimes contre l'humanité? C'est pas rien que crimes contre l'humanité, c'est quelque chose, hein, on l'a fait pour le Rwanda, etc., on l'avait fait pour le Nuremberg, et puis là, acquitté. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et on n'a pas beaucoup de temps, mais enfin, on peut le raconter. Oui, c'est d'autant plus intéressant d'expliquer la genèse de tout ça qu'il y a beaucoup d'ignorance en ce qui concerne les affaires africaines, et je dirais les affaires de la France en Afrique. De la France-Afrique, ouais, d'accord. Enfin, entre autres. Il paraît qu'elle a disparu. D'accord. On s'appperçoit avec le dossier Gbagbo qu'elle n'a pas disparu. Parce qu'en vérité, le dossier qui a été bâti pour accuser Laurent Gbagbo, je dis bien bâti, a été monté pour se débarrasser d'un homme politique africain qui est très différent des autres, franchement différent des autres, qui est de façon exacerbée démocrate, qui a payé toute sa vie pour ses idées, ses convictions, dans la mesure où depuis l'âge de 20 ans, il est allé 3 fois en prison. La dernière fois, c'est à La Haye. Mais à l'époque, c'était au début... Vous dites qu'il est... C'est un vrai démocrate. C'est un vrai démocrate. Il est plus démocrate. Et il est intègre. Vous dites qu'il est intègre. Il est tout à fait intègre. C'est quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer ces choses-là à des gens qui ont une image du chef d'État africain. Ouais, des Roitelets, etc. Du Roitelet, qui a des appartements avenue Foch, parce que ces chefs d'État africains-là sont ceux que nous avons fabriqués. Je dis nous... Nous Français. Nous la France. Quoi. Après la colonisation et au moment des indépendances, il fallait qu'on garde la main sur un certain nombre d'intérêts politiques, stratégiques, économiques, et puis pour garder notre grandeur et notre grandeur et nos marchés. Et nos marchés, oui. Non, puis notre grandeur au niveau par exemple, de notre présence en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, il fallait qu'on justifie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur cette base-là, Gbagbo était très différent quand il est arrivé au pouvoir. Il voulait un rapport. Il est très francophile, il faut le savoir. C'est le plus francophile des chefs d'État africains. Il refuse de participer à des conférences en anglais. Il se fait traduire. Bon, il est passionné de littérature française, de politique française. C'est quelqu'un qui connaît la France et qui aime la France. Sa première femme était française, son fils est français, Michel. Bon, donc le problème, c'est qu'il voulait justement, partant des valeurs qu'il a acquises probablement en partie ici et par les enseignants français et blancs qu'il avait en Afrique, il croyait à nos valeurs. Aux Lumières, à la République. Il croyait à nos valeurs, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé au pouvoir en 2000, on va faire très court, il s'est comporté comme un homme libre, à la tête d'un pays souverain, et croyant qu'il avait les prérogatives d'un chef d'État tel qu'on le conçoit en France. Indépendant, d'un pays indépendant, oui. Mais c'était pas le cas. Donc il s'est très vite heurté à l'Élysée. Parce qu'on dit la France, mais c'est l'Élysée. Chirac n'a pas supporté
qui lui parle sur un ton d'égalité. Il y a eu des multiples scènes d'engueulade. Chirac disant vous faites ci, vous faites pas ça. Gbagbo lui répondant je suis chef de l'État, chef des armées, je dirige mon pays comme on l'entend. Ça s'est encore aggravé avec Sarkozy, qui lui Et en vous plus racontez tout ça d'ailleurs. oui, qui en plus avait une amitié très très forte et a toujours une amitié très forte avec l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et donc, il a, disons, favorisé son ami Ouattara. Il s'en cache pas, et Ouattara ne s'en cache pas non plus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il faut le savoir, est missionné par la Côte d'Ivoire pour des choses, des missions économiques, notamment au Qatar. Donc, vous voyez, tout ça fonctionne très bien entre amis. Et Gbagbo ne s'est jamais inscrit là-dedans. Gbagbo n'est ni franc-maçon, ni il a été à l'international socialiste, ils en ont plus voulu parce qu'il est trop indépendant. Il n'est pas, il appartient à aucun club. Il n'a jamais couru après quoi que ce soit. Il n'a pas de réseau. Il n'a pas de réseau. C'est aucun. grave. Oui, c'est très grave aujourd'hui. On finit en prison. Enfin, Non, enfin, ouais. en tout cas, lui, est élu en 2000. En 2002, un coup d'État est monté. Je fais très court, mais tout est vérifiable et il n'y aura pas de procès, ne vous inquiétez pas. Un coup d'État est monté contre lui à partir du Burkina Faso voisin, financé par Alassane Ouattara. Il y a des preuves. Et armé et accompagné par des militaires français. Et il y a des preuves. Donc, c'est plus contesté. Donc, le coup d'État se fait. Il y a beaucoup de morts. On parle des morts aujourd'hui victimes. Les rebelles envahissent le nord du pays, occupent 60% du territoire. Ça a duré 10 ans, cette occupation. Et massacrent tout le monde. Enfin, il y a eu des massacres de masse qui sont tout à fait documentés. Et Gbagbo résiste à ça. Et ensuite, réussit à faire la paix avec les rebelles. Je le signale parce qu'il a fait un nombre incalculable de conférences avec les rebelles. À Accra, à Lomé, à Ouagadougou, à Paris. Bon. Il prend Guillaume Soro, chef des rebelles, comme Premier ministre. Plus démocrate, tu meurs. Et il prend des ministres chez les rebelles. Donc, pour la paix dans son pays. Et il fait une amnistie après ces troubles. Et ensuite, on attend, et la France attend, qu'elle est toujours là dans le jeu, qu'il y ait des élections, de nouvelles élections présidentielles. Elles ont lieu en 2010. On dit que Gbagbo n'en a pas voulu avant, mais c'est un pays qui est plus de la moitié occupé, avec des gens en armes. Donc c'est très difficile. Même pour le recensement, je veux dire, c'est difficile. Donc finalement, elles ont lieu en 2010. Le plan est préparé de longue main pour qu'il dégage. Le résultat est contesté des élections. Alors, on pourrait s'attarder dessus, parce qu'aucun journaliste français n'a vraiment étudié le scrutin. Moi, oui, et d'autres, quelques-uns, oui. Mais Vous parlez sous votre responsabilité, François. Oui. Gbagbo a gagné les élections. Et l'ONU a décidé que non. Parce que je ne connais pas de pays où c'est l'ONU qui prend la place du Conseil constitutionnel pour valider le Parce qu'il scrutin. l'ONU a trouvé que les élections étaient truquées, que les scrutins étaient truqués, etc. Enfin, j'imagine. Il y avait un plan. On parle de plan. On reproche à Gbagbo d'avoir ourdi un plan pour rester au pouvoir. La vérité, c'est qu'il y a eu un plan pour le chasser du pouvoir. Dégager. Alors, donc, l'ONU s'oppose à ça et il est dégagé, c'est ça? Alors, non, il résiste. Il reste au palais. Il y a donc 2 présidents. À partir de novembre 2010. Il ne voulait pas quitter le palais, etc. Il demande un recomptage des voix dans une allocution qui est celle des vœux de 2010-2011. Et on lui refuse. Ouattara refuse. L'ONU refuse. Et on apprend d'ailleurs, je l'ai dit dans le livre, mais peu de gens en ont parlé, que l'ONU a fait détruire tout le matériel des scrutins. C'est-à-dire les bulletins. Oui. Les bulletins, c'est curieux dans une élection, et encore plus dans une élection où il y a un litige. Je rappelle qu'au même moment, à la même époque, il y a le même litige en Haïti, et que finalement, après recomptage des voix, c'est le 3e qui gagne l'élection. Bien. Alors donc, refusé comptage. Donc là, Sarkozy se fâche. Je ne sais plus, je crois que c'est 2 fétons du dissident, du président. Donc on le présente d'abord comme quelqu'un qui a perdu les élections, qui a pas mangé les petits-enfants, mais presque, qui a tué beaucoup de gens. C'est là où les crimes contre l'humanité, on dit il est coupable d'atrocités, etc., etc. Et pour avoir résisté, il a créé un désordre qui a engendré, etc. On oublie toute la partie adverse qui a massacré. Donc,
on le transfère d'abord dans une prison dans le nord du pays, ou dans une maison, une cabane, sans voir le jour pendant 8 mois. Il a failli mourir. Et finalement, on le transfère de façon tout à fait illégale à La Haye. Illégale parce que, c'est une cour d'appel à Abidjan qui aurait dû décider de son transfert. 2, à l'époque... Peut-être que ça aurait été mieux qu'on les transférait, non ? Est-ce qu'il ne risquait pas la mort ? Ça lui a sauvé la vie. C'est ça. Ouais. Et je le lui ai dit. Ouais. Mais donc il est transféré à la Cour pénale internationale. Oui, mais en plus, il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'avait pas signé le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, donc c'est tout à fait illégal. D'accord. Il est transféré en catimini et il arrive en fin novembre 2011, et il passe le 5 décembre comme première comparution, et la première chose qu'il dit, je suis là, on ira jusqu'au bout. Il a accepté, bien qu'il le trouve injuste, ce procès, en disant, je veux qu'on cite les faits, rien que les faits, et je voudrais qu'on sache qui a gagné l'élection, parce que tout dépend de ce problème-là. Et on lui répond, mais ici, c'est pas un tribunal politique, on ne parlera pas des élections. Et là, on fabrique un dossier de charge. Quand je dis qu'on fabrique, on va en parler, si vous voulez, après. Alors justement, non, parce qu'on a malheureusement, on pourra en parler pendant des heures, mais on a peu de temps. Ce que je voudrais savoir, c'est que quand vous dites, François Mattei, vous êtes journaliste professionnel, vous savez ce que c'est que je ne dis pas la neutralité, parce que je ne crois pas à la neutralité, mais une certaine objectivité. Oui. Quand on dit, est-ce qu'il n'y a aucune charge, parce que quand on accuse quelqu'un, je redis, de crime contre l'humanité, c'est pas rien. Et vous dites, c'est faux, il n'y a pas aucune charge vraiment de ce genre ne pèse contre Laurent Gbagbo. Alors, je vais vous dire une chose. Je suis étonné par la réaction de certains commentateurs aujourd'hui, après le verdict de la Cour pénale internationale. Certains, parce qu'ils voulaient être du côté du vainqueur, étaient contents qu'il soit à la CPI. Aujourd'hui, on discute d'un jugement que moi, je ne discuterai pas. Parce que la Cour pénale internationale, après 8 ans d'instruction et de procès, et d'enquête, avec des moyens colossaux, payés par d'ailleurs les contribuables français en partie, a décidé qu'il n'y avait aucune charge. Je m'en tiens à cela. Oui, en fait, ils ont jugé. Et là, aujourd'hui, juste un mot, est-ce que ça arrête toute poursuite, ou il y a encore, qu'est-ce qui va se passer là, à partir du moment de cette décision, et qui effectivement est importante, et votre livre qui est vraiment très instructif. Elle est historique, parce que un Africain noir qui est acquitté après ce que Gbagbo considère non pas comme un procès, mais comme un combat politique, la continuation de son combat politique, par la justice internationale. Mais enfin, bon... et qu'est-ce qui peut se passer C'est une grande victoire pour l'Afrique. Ouais. Et pour lui, en tout cas. Pour lui et pour l'Afrique. Et dites-vous bien qu'il a acquis une stature... Les gens seront étonnés quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, qui peut être l'égale de celle de Mandela. Si ça choque, les gens verront ce qui va se passer. Alors écoutez, ça on suivra avec vous. Juste un mot, qu'est-ce qui se passe très concrètement, techniquement ? Est-ce qu'il est libérable tout de suite ou pas tout de suite ? Alors il est libérable immédiatement. Il se trouve que la procureure, Madame Bensouda, qui a trafiqué le dossier, je le dis ici, il y a de nombreux exemples. Ce procès a été très long. Il y avait des faux témoins. Il y avait des témoins qui sont venus à charge, qui ont défendu Gbagbo. Ça faisait des ordres. Il y a des morts qui sont venus témoigner. On a reconnu, on a dit mais ils sont morts. Bon, voilà. Il y a eu énormément de choses vraiment troublantes qui ont tourné à la confusion de l'accusation, au point que ils devaient produire l'accusation 138 témoins. Ils se sont arrêtés à 82 parce que ça tournait à la catastrophe. Juste un mot, donc il va rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, lisez ce livre, parce que ce livre enseigne sur véritablement ce qui se passe, non seulement en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais aussi avec des rapports sur la France. C'est un livre très, très instructif. Et ce livre est signé François Mattei, donc journaliste qui était notre invité aujourd'hui. Merci à vous, François Mattei. Je rappelle la référence de votre livre, Libre pour la vérité et la justice. C'est écrit avec la participation de Laurent Gbagbo, publié aux éditions Max Milo. Merci à vous. Merci à vous également, André Berkoff. On se retrouve demain à midi dans Tout vous êtes en direct sur Sud Radio. À suivre, Les Clés d'une vie avec Jacques Pessis. Excellente journée à vous sur Sud Radio.